vous l'a annoncé depuis le début de la semaine. Notre invité, il est là, donc je vais le saluer. C'est monsieur le maire de la commune du Saint-Esprit, Fred Michel Thirault. Bonjour, bienvenue. Bonjour à tous les auditeurs de Sud-Est. On va rapprocher un petit peu ton micro, de façon à ce que tu sois plus à l'aise. Merci. Pas de problème. Je me permets de te tutoyer. Pas de problème, non? Je connais depuis longtemps. Bon, d'accord. Alors, nous allons en profiter pour discuter un petit peu avec toi, parler de toi, parler de ta commune, parler du parti, puisqu'on rappelle que tu es responsable en Martinique du parti Les Républicains. On va aussi parler un petit peu de la Martinique, de ta vision en tant qu'homme et ta vision aussi par rapport au parti que tu représentes à la Martinique. Comment va Fred Thirault? Je vais bien, merci. Je salue tous les auditeurs de Radio Sud-Est, ouais, et tous les Martiniquais, en particulier les Spiritains. Je profite pour adresser un amical salut au maire du François et à toute sa population, puisque le François a été très éprouvé par les dernières pluies. Il paraît qu'il grêle même au François. Ouais. C'est bien la preuve que le dérèglement climatique, ce n'est pas une fiction, c'est la réalité. Donc bon courage pour tout le travail que les équipes du François, les équipes municipales doivent faire. Et puis bon courage, on est avec vous. Alors, on fait un petit retour en arrière, puisque c'est un petit peu le principe de cette émission. Fred Michel Thirault, tu as grandi au Saint-Esprit. Tes classes au Saint-Esprit aussi? Tout à fait. Alors, j'ai fait mon école maternelle au Saint-Esprit, l'école primaire au bout du Saint-Esprit. Après, je suis allé au collège Lacaro. Et puis après, je suis parti au lycée. J'étais interne au lycée Shelcher. Mm-hmm. Voilà. Donc, toute ma jeunesse au Saint-Esprit, au bout, notamment à la cité Les Gommiers, plus précisément. Alors, à quel moment, justement, la politique, c'est vrai que tu as baigné dedans, on ne va pas le cacher, mais on peut baigner dedans et ne pas avoir cette impulsion. À quel moment il y a eu ce déclic? J'ai toujours été très jeune, passionné par l'action publique, l'action politique. C'est vrai que mon père faisait de la politique, mon oncle faisait de la politique, mes oncles faisaient de la politique, sur Saint-Esprit, sur Rivière Pilote. Donc j'ai été très tôt baigné dans le milieu et ça m'a toujours plu de voir qu'on pouvait se mettre au service de la population pour faire avancer les choses et que le rôle du politique était justement de changer la vie des gens et d'améliorer le sort de la population. Ouais. Donc j'aime bien ce mot de servir, hein. Donc qu'on va mettre bien les choses dans le bon sens. Quand on est politique, c'est vraiment pour servir la population. Tout à fait. Les gens pensent souvent que la politique c'est du pouvoir. Ça l'est un peu aussi, mais c'est surtout du service. Le pouvoir de servir. Pour servir. Le pouvoir n'est qu'un moyen, mais la finalité c'est servir la population, se mettre au service de la population. Ouais. Alors, donc après tout ça, donc il y a eu les études. Je sais que tu es aussi avocat, donc de profession, qui n'est pas en contradiction avec la politique. C'est toujours encore dans le service finalement. Oui, mais disons c'est un métier. C'est un métier, effectivement. Avocat, donc c'est un métier où il faut vivre. Hein. Donc après mes études de droit au campus de Shelcher, je suis parti à Paris finir les études de droit. Donc j'ai fait un 3e cycle en droit des affaires à Paris 2, à Assas. Et en même temps, j'ai fait l'école d'avocat à Paris aussi. Donc j'ai travaillé un petit peu à Paris, puis j'ai décidé très vite de revenir pour m'installer en tant qu'avocat à la Martinique. Il y a tout juste 20 ans, puisque dans 2 jours, ça va faire 20 ans que je suis avocat. Ah ouais, voilà. Quand même. Et puis, je suis parti tout de suite après m'être installé en Haïti, où j'ai travaillé pendant 2 ans aux Nations Unies. Donc, ça a été une expérience formidable, où j'ai pu rencontrer des gens de tous les pays, et puis aussi voir comment la population, le peuple haïtien vivait, se débrouillait avec très peu de moyens. Et c'est là que j'ai pris conscience qu'on peut quand même faire avancer un pays avec très peu de moyens. Et a fortiori avec beaucoup de moyens, un peu plus, en tout cas en Martinique, un peu plus de moyens. Donc voilà, donc après mon expérience haïtienne de 2 ans, je suis rentré en Martinique et puis je me suis installé comme avocat. D'accord. Depuis. Donc après tout cela, donc c'est vrai que tu rentrais en politique, on va dire que tu étais déjà plus ou moins. C'est vrai que j'ai vu quelques émissions en télévision, fait quelques petits sondages, on dit que tu es quand même quelqu'un de très accessible. Est-ce que tu te vois comme ça?
Moi, j'ai pas changé depuis que je suis maire. Avant d'être Voilà, maire, donc, tu étais accessible. Oui, ça n'a pas changé. Je crois pas que j'ai changé. Oui, je suis accessible. Si on m'arrête dans la rue, je discute avec tout le monde. Hein. On peut apprendre de tout le monde. Même le clochard qui passe dans la rue peut vous apprendre des choses. Donc, il faut pas se priver de rencontrer des gens, de discuter, d'échanger. Et puis de s'enrichir comme ça, finalement, par la discussion. Alors, c'est vrai qu'on en parle un petit peu en antenne, mais un maire, il fait quoi exactement ? Ça a l'air d'être une question particulière, mais des fois, on a l'impression qu'on ne sait pas réellement qu'est-ce qu'il fait réellement, le maire. Alors, un maire, c'est celui qui est à la tête d'une municipalité. Donc, il y a le maire, il y a le conseil municipal. Donc, à peu près une trentaine d'élus, 30 conseils municipaux, et il prend des décisions pour sa ville, en fonction des compétences qui lui sont attribuées par la loi. Alors souvent on dit mais qui fait ça. Alors souvent on pense que la route qui passe devant la mairie, c'est le maire qui doit le faire. Pas forcément, si c'est une route départementale, c'est la CTM. On pense souvent que le maire s'occupe du collège. Pas forcément, parce que le collège, c'est de la compétence de la CTM. Donc des fois, parfois, la rivière déborde, par exemple. On va prendre un exemple très récent. La rivière déborde, il dit c'est non, la rivière et le nettoyage des rivières, l'entretien des rivières relève de la compétence de l'État. Donc chaque collectivité a sa compétence. Le maire a sa compétence propre. L'espace sud, donc les communautés d'agglomération, la CACEM ou l'espace sud ou Cap Nord ont leurs compétences. La CTM a sa compétence et son rôle, et l'État aussi, qui est une collectivité, a ses missions. Chacun a son rôle. C'est comme si tu vas chez le boucher que tu dis à mon kilo poisson. Non, c'est bien de la bonne exactement. Pareil pour le maire. Le maire, il a certaines missions. Donc la mission du maire, c'est la sécurité, la salubrité, s'occuper des écoles primaires et des écoles maternelles. Voilà les principales missions du maire. Voilà, une importance. On pourrait s'arrêter pratiquement là. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, les maires, ils ont fait de l'action culturelle, ont fait du social, ils ont fait du sport. Voilà. Donc, parce que la mairie aussi, on lui donne une espèce de compétence un peu générale dans tout. Ce qui fait que parfois, oui, effectivement, ça peut troubler aussi le jeu. Mais le social, par exemple, relève à la fois de la CTM et de l'État. Même si des fois le maire se substitue, des fois un petit peu. Il a un centre communal d'action sociale dans sa commune où il vient en aide avec ses modestes moyens aux administrés qui sont dans le besoin. Mais le gros du social normalement relève du Conseil général, donc en Martinique, de la CTM. De la CTM maintenant. Et je tenais à en parler parce que bon, des fois on peut trouver des administrés un peu frustrés, des fois, alors que pourtant il faut accepter que des fois c'est pas des compétences qui sont attribuées des fois au maire pour certaines questions, effectivement, et même des rendez-vous où le maire se trouve un petit peu confronté à ce genre de problématique. Tout à fait. Par exemple, les ordures, le ramassage des ordures, ça relève de la compétences des communautés d'agglomération. Pour le sud, c'est l'espace sud. Pour le centre, c'est la CACEM, par exemple. Donc, quand vous voyez que le camion d'ordures n'est pas passé, on se dit, non, c'est pas le maire, c'est la communauté d'agglomération. Bien sûr, le maire va transmettre, il va intervenir, il va jouer de son pouvoir d'influence, mais c'est pas lui directement qui peut régler le problème. Les déchetteries, par exemple, relèvent d'une autre collectivité qui s'appelle le SMTVD. Donc voilà, donc là encore c'est autre chose. Donc c'est encore les déchetteries, c'est le SMTVD, les ordures ménagères et le ramassage, c'est les communautés d'agglomération. Donc c'est vrai que c'est pas toujours simple. Et le rôle du maire aussi, c'est d'expliquer, voilà qui fait quoi, voilà quelle est ma mission, et voilà ce que je peux proposer à la population. En plus, à l'heure d'Internet, je crois qu'on peut peut-être facilement trouver ces informations. Quels sont les grands chantiers qui sont menés en ce moment au Saint-Esprit, une ville plutôt rurale quand même, avec de belles maisons. Il n'y a pas longtemps, j'ai reçu une association qui faisait de la marche et qui parlait de maisons qu'on pouvait trouver sur les sentiers, etc. Tout à fait. Nous avons un patrimoine bâti très important et de qualité au Saint-Esprit. Nous avons pas moins de 23 maisons privées qui sont classées, des monuments classés. Nous avons des bâtiments publics qui sont classés comme le marché, comme la mairie, qui a 94 ans cette année, comme l'église. Donc nous avons beaucoup de bâtiments qui sont à la fois publics et privés qui sont classés. Alors on peut dire aux auditeurs ce que c'est un bâtiment qui est classé Parce qu'on a estimé que son architecture,
et a une qualité particulière et elle mérite d'être protégée, d'être préservée. Donc le propriétaire, qu'il soit public ou privé, ne peut pas faire n'importe quoi et construire n'importe comment. Il ne peut pas dire tiens, il manque une planche, je vais remettre une planche. Non, il faut qu'il fasse appel à un architecte particulier qui s'appelle l'architecte des bâtiments de France, qui va dire si on peut faire tels travaux de réparation. Et bien entendu, à ce titre, les bâtiments classés peuvent recevoir des subventions particulières. D'accord. Alors, donc, tu me posais la question de savoir quels étaient les chantiers. Bon, on en a beaucoup depuis que je suis arrivé en 2014. Notre équipe a voulu un peu redynamiser la commune. C'est ainsi que très vite, nous sommes attaqués à des grands chantiers comme l'éclairage du stade de compétition. Donc, on a installé un éclairage de compétition au stade d'honneur, qu'on a baptisé André Cabil, de nom de grand spiritain footballeur. Et puis, on s'est attaqué à plusieurs chantiers aussi, avec l'espace sud notamment. Donc, la piscine communautaire a été construite à partir de 2015 et le chantier vient de s'achever et sera inauguré dans les toutes prochaines semaines. Bien entendu, nous avons pas mal de chantiers. On pourrait citer pêle-mêle comme ça la rénovation du marché. On a installé des poissonneries, des box, parce que les marchands de poissons vendaient le poisson sur la table simplement, nettoyaient le poisson dans une bassine. Donc on a lancé ce chantier. On a réhabilité le foyer de Baldara, pas trop loin d'ailleurs du François, sur hauteur du François du Saint-Esprit, mais basé au Saint-Esprit. Le foyer de Baldara sera livré dans les semaines qui viennent. Donc il y a pas mal de choses en cours. Il y a plein de chantiers. Il y a plein de chantiers en cours. On pourrait citer les routes aussi, la route de Bontemps-la-Cour qu'on a commencé il y a 2 jours. On est en train de construire aussi un ossuaire pour les tombes. Ça c'est important. Un peu n'importe où et qui sont le long de la rivière. Donc on va faire un ossuaire là aussi qui a commencé cette semaine. Donc on sent chantiers, que les choses avancent plein de choses, malgré la vidéoprotection aussi pour la sécurité qu'on a installée déjà. D'accord. La vidéoprotection, on pourrait citer plein de choses. Et puis on s'occupe aussi de l'activité culturelle. On a inauguré la médiathèque. Oui, on reçoit régulièrement on a mis en place une politique culturelle dynamique. Et puis une politique sportive aussi de qualité. On appuie les associations. Il y a pas moins de 80 associations au Saint-Esprit, dont 25 qui sont très dynamiques. Donc on les appuie malgré le contexte financier difficile. On est aux côtés des associations, puisque c'est pas moins de 86 000 € qui ont été votés il y a 2 semaines au conseil municipal pour appuyer les associations, que ce soit le cyclisme, que ce soit le basket, que ce soit le foot. Donc on est aux côtés des associations. Et puis, on souhaite que la politique culturelle soit importante. Et puis, les écoles aussi, c'est une priorité pour nous. Les écoles, parce qu'il n'y a rien de plus important que les enfants. Et on a trouvé des écoles qui étaient en très mauvais état. On a 7 écoles au Saint-Esprit. Il n'y en avait que 3 qui étaient aux normes. Aujourd'hui, les 7 écoles sont aux normes. Donc aux normes de telle sorte qu'on puisse accueillir les enfants dans toutes les conditions de sécurité nécessaires. On a même trouvé une école qui était remplie d'amiante, l'école de Valatte, qu'on a dû fermer pendant plus d'1 année pour faire des travaux qui ont coûté plus de 300 000 €, puisque le désamiantage est quelque chose de très cher. Donc il a fallu chercher les subventions, aller taper aux portes, voir le préfet, voir la CTM, pour pouvoir récupérer un peu de sous. On ne chôme pas au Saint-Esprit. Non, on ne chôme pas. On souhaite que la ville soit dynamique. Et tout à l'heure, dans moins d'1 heure, j'avais inauguré 54 logements construits par la SMHLM. Donc, il y a un programme de logement important aussi, puisque, comme dans toutes les communes, il y a beaucoup de demandes. Il y a une forte demande, Voilà. Exactement. Alors, on va parler justement, puisque tout est politique de toute façon, ça fait un petit moment qu'on en parle. Donc, on rappelle que tu es le responsable du parti aussi Les Républicains à la Martinique. Qu'est-ce qui s'est passé avec Karine Mousseau ? Alors, Karine Mousseau était secrétaire territoriale du parti, donc c'est un cadre important, comme le président que je suis. Donc, la fédération est dirigée en gros par le président et le secrétaire territorial. Karine Mousseau, elle a démissionné parce qu'elle n'était pas à l'aise dans le bureau. Le bureau, c'est l'organe qui dirige un peu le parti. Elle n'était pas à l'aise et elle s'est retrouvée en minorité, puisque les membres du bureau lui ont fait remarquer que son comportement n'était pas tellement en adéquation avec les propres décisions qui avaient été prises par le bureau. Je vais donner un exemple. Il y avait des élections municipales à Sainte-Marie récemment, des élections municipales partielles. Suite à la démission de M. Vatner, c'est ça. Et le maire à zéro, l'ancien maire a voulu se représenter, donc il y avait des concurrents. Et aux Républicains, la question s'est posée de savoir si on soutenait un candidat.
nous avons pris la décision, à l'unanimité, de ne soutenir aucun des candidats. Et il se trouve que 3 jours après cette décision, prise par le bureau, à l'unanimité, donc y compris Karine Mousseau, nous voyons à la télévision Karine Mousseau soutenir un candidat et faire une conférence. On lui dit, mais tu peux pas le mardi voter quelque chose et puis le jeudi te retrouver dans une conférence en contradiction avec ta propre décision. Et donc on lui a dit, la politique c'est de la clarté, c'est de la cohérence. Donc il faut pouvoir donner un signal clair aux électeurs. On ne peut pas à la fois être d'un côté et de l'autre. Donc ouais. il faut être derrière ces décisions, être clair. Et donc on a estimé qu'elle n'avait pas été claire et on lui a demandé de démissionner, ce qu'elle a fait. Ce qu'elle a fait. Tout en restant quand même au parti. Elle n'a pas quitté le parti républicain, puisque c'est une militante de longue date. Donc elle a préféré, c'est son choix, quitter ce poste tout en restant dans le parti. Est-ce que vous avez déjà des gens vus pour la remplacer? Pas vraiment. Nous avons plein de ressources. On a des gens très dynamiques. Il appartiendra au président national du parti, M. Laurent Wauquiez, de nommer le secrétaire territorial. Parce que le parti, les Républicains de Martinique, c'est à la fois un parti local, mais c'est un parti national. Donc, le secrétaire est nommé par Paris. D'accord. Voilà. Et c'est bien d'avoir un parti qui est à la fois local et national, parce que ça donne une force de frappe. C'est un relais. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de partis qui sont des partis locaux seulement. Le RDM, le PPM, le MPF sont des partis qui ne sont pas représentés au niveau national. Donc, quand on doit, par exemple, construire un cyclotron, un hôpital ou reconstruire un hôpital, on se rend compte que les partis locaux, il faut un appui. Il faut un appui. Il faut des appuis au niveau national. Il faut avoir des députés, 100 députés, 150 députés, des ministres. Le Parti républicain, c'est un parti qui a des centaines de députés, qui a 120 sénateurs, qui a le président du Sénat et membre des Républicains. Bon. Donc vous voyez, donc, on a des relais et on peut appuyer des dossiers martiniquais. Quand on a besoin de construire le cyclotron. Vous comprenez pourquoi les Guadeloupéens nous devancent sur ça? Parce que eux aussi, ils sont dans des partis nationaux. Ils n'ont pas fait l'erreur de faire le parti progressiste guadeloupéen. Ça n'existe pas, ni le Rassemblement de la Guadeloupe. Ils sont dans des grands partis nationaux. Par exemple, l'URED, il est au parti socialiste. Mais il sait que quand il va frapper à la porte à Paris, il va dire, mon besoin construire l'hôpital Pointe-à-Pitre, moi 185 millions d'euros, il y a Kabali. Parce que nous gagoumons pour ni. Parce que lui, il a des relais. Il est au pouvoir au niveau local, mais il a des relais au niveau national. Et sans ces relais au niveau national, vous ne pouvez pas faire de grands projets. C'est pour ça qu'on peut remarquer que certains se trouvent un peu minoritaires au Sénat ou encore dans des groupes. Bien sûr. Nos parlementaires sont des petits groupes. Des petits groupes de 10, de 15, de 20. Alors qu'à l'Assemblée nationale, vous avez 577 députés. Si vous voulez peser, il faut être dans un groupe de 100, de 150, de 200. Là, vous pouvez peser. Vos propositions de loi vont être écoutées, reçues et puis être entendues. Alors, 2 questions en une, Fred Michel Thirault. Quand tu regardes un petit peu la Martinique, quel est ton sentiment aujourd'hui à cette date ? On a tendance à trop s'apitoyer sur nos défauts, nos problèmes et ce qui ne fonctionne pas. C'est vrai qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas à la Martinique. Mais quand même, il y en a beaucoup de choses qui fonctionnent. On a trop tendance à s'auto-flageller. Certes, on peut mieux faire. Mais il faut quand même voir le positif aussi. On a près de 14 hôpitaux en Martinique. On a 2 piscines olympiques. Quel département de 380 000 habitants qui a 2 piscines olympiques? Une au Carbet, une au Lamentin. La piscine olympique du Lamentin, qui a coûté 24 millions d'euros, est la seule piscine en France, je dis bien en France, où il y a un plongeoir aux normes internationales. La seule en France. La seule, Elle est en Martinique. Et nous caplerons quand même. Vous voyez? Donc, il y a des choses qui vont bien, il y a des choses... Bon, c'est sûr qu'il y a des axes d'amélioration. Le transport notamment. Alors c'est vrai qu'il faut qu'on fasse des efforts. Il faut qu'on fasse des efforts sur des axes. Moi je dis qu'il faut débloquer la Martinique, notamment au niveau du transport, au niveau des problèmes de succession et d'indivision. On a des axes d'amélioration. Et puis il y a des axes d'amélioration au niveau de la classe politique. C'est vrai. La classe politique. Je crois que il faut penser un moment au renouvellement de la classe politique. Est-ce que... Ça, il faut qu'on soit clair dessus. Aujourd'hui,
on ne peut plus continuer avec des gens qui ont une vision, j'allais dire du passé. Les choses ont changé, mais c'est l'ordre naturel des choses. Vous voyez, si on a mis la retraite à un certain âge, c'est qu'on estime que il faut parfois passer la main. Et j'ai l'impression que certains hommes politiques, dans tous les partis, ça c'est pas valable pour un parti politique en particulier, ont du mal à passer la main, à transmettre le flambeau et à faire confiance aux générations d'après. Normalement, en ce moment, c'est ceux qui ont 40, 45 ans, 50 ans qui ont dû être aux responsabilités. Alors, on en voit très peu en plus. Ouais. Regardez ce qui se passe dans tous les pays du monde. Au Canada, le Premier ministre, il a ni 40 ans. C'est vrai. Tous les ministres en France, que ce soit le maire d'Arman, c'est des boucs de 32 ans, 33 ans. Il n'y a rien qu'à voir le président. Vous allez au Canada, en Italie, tout ça partout. C'est à cet âge-là qu'on est dynamique, motivé, qu'on a tous les neurones en ébullition et en même temps on a un peu d'expérience. Alors je ne dis pas qu'il faut rejeter d'un revers de main les gars qui ont 65, 70, 80 ans. Non, chacun peut apporter sa pierre à l'édifice, mais il faut faire confiance aux générations d'après, aux générations suivantes. Et j'ai l'impression qu'en Martinique, on a tendance à ne pas assez faire confiance aux générations qui viennent après. Et donc je dis que le pays est bloqué à ce niveau-là. Et puis, il y a une méthode où on a une tendance à critiquer systématiquement. Il y a une critiquer laisser le PPM a critiqué le MIM, laisser le MIM a critiqué le PPM. Et puis on n'en finit pas, ça fait 25 ans que ça dure. Alors, est-ce que les Martiniquais veulent continuer et puis ces boucles-là, le MIM contre le PPM, le PPM contre le MIM, ou est-ce qu'on veut changer, vous voyez, changer de vision et puis changer de génération aussi. Parce qu'on ne va pas continuer comme ça pendant 20 ans. Ce problème-là, 20 ans, ça a duré. Est-ce qu'il n'est pas dû justement à un problème on parlait de choses claires, certains disent que la droite, la gauche n'existe plus. Est-ce que c'est pas tout ça qui fait que finalement, il y en a qui disent appartenir à des partis de droite et d'autres de gauche et qui se trouvent justement dans des partis, on peut appeler ça des multipartis au fait. Le problème à la Martinique, c'est que depuis 25 ans, on ne parle que d'une chose, c'est le statut. Statut A pas bon. Ah oui, statut A pas bon. Il faut l'autonomie, il faut l'indépendance. On dit, ah non, on n'a pas assez d'autonomie, on n'a pas assez de pouvoir. C'est un faux problème. Et depuis 25 ans, on ne fait que parler de ça. Et on oublie les problèmes de fond. On dit, depuis 25 ans, on nous dit que le statut n'est pas bon. On était département, il faut l'autonomie, on est passé à CTM. Est-ce qu'on est le 74, le 73 ? On y est là jusqu'à maintenant. On est le 73, mais on a un statut qui nous permet de faire pas mal de choses. Énormément de choses. La plus grande révision, modification des statuts, elle n'a pas eu lieu en 2010 avec la CTM, quand on a voté. Elle a eu lieu en 2005, quand le président Jacques Chirac a décidé de modifier l'article 73 de la Constitution, sans entrer dans les détails d'ordre constitutionnel ou juridique. L'article 73 faisait 5 lignes, maintenant il en fait 35. Et c'est Jacques Chirac qui a dit, le statut départemental tel qu'il est là, en 2005, il a vécu, et il faut le modifier. Il a proposé de faire ce qu'on appelle un statut à la carte. Et il a permis une avancée remarquable aux collectivités de Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion. Pas Réunion, parce que la Réunion n'a pas voulu. Bien sûr, les lois qui sont votées par le Parlement s'appliquent automatiquement en Martinique. Deuxièmement, on a une possibilité d'adapter les lois, mais ça c'est depuis 1960. Et troisièmement, c'est ça qui a été rajouté en 2005, on a la possibilité de faire les lois à la place du Parlement. Je ne sais pas si tu as bien entendu, faire les lois à la place du Parlement. C'est pas ce qu'on fait actuellement, j'ai pas l'impression. On a le pouvoir de faire ça depuis 2005. Ouais. Ça s'appelle le pouvoir d'habilitation. Donc on dit au Parlement, on est intéressé par modifier la loi sur le logement, sur l'urbanisme, sur l'éducation, sur le social, sur le tourisme, sur le transport. Et on fait la loi à la place du Parlement. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs pour le transport. On a demandé une habilitation transport. Et on a dit c'est la CTM qui va s'occuper de tout le transport en Martinique. Ce ne sera plus les communes, ni l'espace sud, ni le conseil général. Ce sera une seule collectivité qui s'occupe de tout le transport. On peut faire des lois comme ça à la place du Parlement dans tous les domaines.
Ça s'appelle l'autonomie, non? Oui, c'est ça, c'est bien ça. C'est ça. On entend parler d'autonomie. Ouais. Depuis 2005, nous avons appelé au bout d'un plein. On veut changer le statut. C'est pas un statut qui va nous faire travailler ou pas. C'est qu'est-ce qu'on fait avec. Pour moi, un statut, c'est comme une boîte à outils. Il faut ouvrir la boîte à outils pour prendre le tournevis, pour prendre le marteau, puis pour fonctionner. On est en train de dire qu'on n'a pas un statut convenable, alors qu'on l'a déjà, mais sauf qu'on n'ouvre pas la boîte à outils. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Et avec nos collègues des Républicains, Michel Ulinda qui est avec moi dans le studio, qui est trésorier de notre parti, avec les autres cadres du parti, qui soient délégués de circonscription, puisqu'on est organisé en termes de circonscription, eh bien notre rôle, c'est aussi d'expliquer tout ça à nos adhérents, mais aussi à toute la population, et puis aller aux élections, et puis aussi, surtout, rentrer sur les grands sujets de société, les grands débats de société. Dernièrement, on a fait une conférence le mois dernier sur le chlordécone. On a invité des spécialistes, on a invité un médecin, on a invité un juriste, on a invité le président du parc naturel pour expliquer ce qu'on peut faire pour lutter contre cette molécule. Et ça tombe bien. C'est ça aussi le rôle d'un parti politique, c'est faire avancer la cité et puis exposer des idées aux administrés, aux citoyens. On va saluer, rappelez-moi... Michel Ulinda. Voilà. Voilà, Michel Lilinda. Bonjour. Michel Ulinda, pardon. Bonjour, monsieur. Excusez-moi du retard. Alors, permettez-moi, avant de commencer, en cette année de 10e anniversaire de la mort d'Aimé Césaire, de vous faire une citation. Ah ben, très bien. Allez-y. Ou bien se débarrasser du passé comme d'un fardeau encombrant et déplaisant qui ne fait qu'entraver notre évolution. Ou bien l'assumer virilement, en faire un point d'appui pour continuer notre action de regarder l'avenir avec force. Le discours d'Aimé Césaire sur le colonialisme. Et je rappelle que Aimé Césaire n'est pas un homme de parti, c'est un Martiniquais qui appartient à la Martinique, un grand humaniste. Merci de m'avoir permis d'exprimer cette pensée. D'accord. On va rappeler justement votre rôle au sein du parti. Alors, je suis cadre des Républicains de Martinique et j'ai été nommé par le siège national en tant que trésorier depuis maintenant 5 ans. D'accord. Donc j'en parlais justement avec Monsieur le maire justement des différentes activités que vous menez justement au sein des Républicains qui s'intéressent au problème de la cité comme le chlordécone. Vous avez eu une réunion récemment. Et qu'est-ce qu'on peut tirer d'une réunion comme ça? Quels étaient justement les thèmes ou les actions que vous souhaitez mener Là aujourd'hui, en tant que parti politique, nous avons notre rôle et notre action de pouvoir porter des grands sujets de société sur le forum. Et effectivement, un problème comme le chlordécone, ça interpelle la population martiniquaise. Parce que le chlordécone aujourd'hui, il a une relation étroite avec ce que nous consommons, les produits de nos terroirs. Aussi bien le consommateur que le producteur se trouve dans un état un état où il n'est pas conscient. Il est inquiet. Donc nous, à ce niveau-là, notre rôle, c'est d'informer, d'aller chercher ce qu'on appelle l'information la plus vraie. Et donc, c'est dans ce sens-là que nous avons organisé une réunion au Squash Hotel avec des intervenants spécialistes aussi bien sur la partie sanitaire avec le docteur Jos Pélage et aussi bien sur la partie juridique avec monsieur Boutrin. Et cette réunion, nous avons eu une très grande participation de tous les rangs sociaux, de toutes les classes sociales, parce que pour nous, il est important de dire la vérité aux Martiniquais, et c'est notre démarche en tant que parti républicain de Martinique. Alors, c'est un parti qui est un rayonnement national, donc je suppose que même en national, vous avez déjà commencé à prendre des contacts, justement. C'est vrai que le problème, il est connu, mais pour se faire entendre réellement, je pense que cette réunion n'est pas restée que dans le cadre de Martinique, et qu'il y aura certainement, si ce n'est pas déjà le cas, des contacts pris pour pouvoir appuyer quand même, pousser les choses, parce qu'on a l'impression que ça coince en quelque part. Vous l'avez dit, nous sommes un parti national, nous sommes des fédérations, une fédération Martinique rattachée à un parti national. À l'Assemblée nationale, nous avons une représentation très puissante, nous avons des députés, nous avons des sénateurs. Un dossier comme le chlordécone, nous avons besoin de véhiculer
et nous avons besoin de lobbies. Dans le monde privé économique, il y a des lobbies. Dans le monde politique, nous avons des lobbies. Et qu'aujourd'hui, le gouvernement qui est en place va nous solliciter puisque nous sommes sur le terrain et les informations que nous allons transmettre au siège national ne seront que des informations qui sortent directement de la base martiniquaise. Alors, il y a des échéances à venir, hein. Ça s'adresse justement aussi aux partis, hein. Donc, quelles sont les perspectives, les visions, qu'est-ce que vous comptez faire Alors, il y a des élections européennes l'année prochaine, en 2019. Il y a des élections surtout municipales en 2020. Bien entendu, les Républicains de Martinique auront des candidats, soutiendront des candidats. Nous avons déjà... On peut s'attendre à des candidats sur des communes qu'on n'a pas l'habitude d'en voir, non? Bien entendu. Nous aurons des candidats, peut-être au François. Nous aurons des candidats un peu partout. Et le rôle du parti, c'est d'appuyer les candidats, de d'abord les former, parce que c'est important. Le parti politique, c'est un organe de formation aussi. Parce que quand vous avez les responsabilités, qu'est-ce qui vous forme? C'est tout de suite qu'il faut aller au travail. C'est ça. Vous arrivez là. Quand vous êtes prof, vous avez 4-5 ans pour vous former. Quand vous êtes animateur radio, on vous a formé, on vous a pas mis à l'antenne directement. Quand vous êtes derrière les manettes, vous n'arrivez pas derrière les manettes de Radio Sud-Est comme ça. Par contre, quand vous arrivez au pouvoir, vous êtes maire, vous êtes député, qu'est-ce qui vous a formé? Vous devez prendre des décisions tout de suite. Il y a un tremblement de terre, il y a une pluie de grêle. Il faut prendre la décision tout de suite, la bonne décision. Il y a une école où il y a des abeilles, où il y a de l'amiante. Il faut prendre la décision tout de suite. Est-ce qu'on reconstruit l'école ou bien est-ce qu'on fait une fête patronale avec l'argent? Est-ce qu'on fait jouer un concert qui va coûter 30 ou 40 000 euros ou bien est-ce qu'on refait la route quartier, par exemple, du quartier? Vous voyez? Tout ça, c'est des choix politiques. Et les hommes et les femmes politiques sont formés par les partis politiques. Donc le rôle du parti, c'est aussi de former les militants à la prise de responsabilité. Donc si on parle de formation, ça veut dire que... Le rôle du parti, notre rôle aussi aux Républicains de Martinique, c'est qu'on forme aussi nos militants. Donc ça veut dire qu'il y a un renouvellement, que bien sûr, vous avez des jeunes, nous avons plein de jeunes. Nous avons plein de jeunes, on peut en citer quelques-uns. Jérôme Joseph, Kelly Loneté qui est élu au Robert. Nous avons... des élus, Eddy Louis-Alexandre qui est élu au Saint-Esprit. Nous avons Jean-Christophe Tuttle qui est le responsable des jeunes des Républicains de Martinique. Nous avons, rappelez-vous, Naïma Tiak qui était candidate en 2012 aux législatives, qui était la plus jeune candidate de France. Elle avait 20 ans. Aujourd'hui, 6 ans après, elle a 26 ans. Donc là, elle est directrice de cabinet de M. François Barouin, le maire de Troyes. Ouais, ça c'est bien ça. Voilà. Voilà une Martiniquaise qui a fait ses études. Elle a été très bien formée aussi. Voilà, qui a été formée ici. Et quand elle est arrivée là-bas, elle a voulu travailler comme attachée parlementaire du sénateur François Barouin, parce qu'il était sénateur aussi. Et le sénateur Barouin a vu qu'elle travaillait tellement bien qu'il lui a dit « Mais je te garde comme responsable de cabinet à la mairie de Troyes. » Donc, quand cette jeune femme va revenir en Martinique, parce qu'elle compte revenir chez elle au Lamentin, à Gondo, eh bien, elle va faire de la politique aux Républicains, et puis elle aura gardé tous les contacts au Sénat, à l'Assemblée nationale, avec le président du Sénat, qui est membre des Républicains, M. Gérard Larcher, qu'elle connaît, très bien, que nous aussi, bien sûr, nous connaissons, puisqu'il est dans le parti politique, et elle saura le solliciter le moment venu, comme nous le faisons déjà, parce que le Sénat, par exemple, c'est l'Assemblée qui s'occupe des collectivités. Vous savez que le Sénat est en mesure de débloquer des fonds pour le François, suite aux intempéries d'hier et d'avant-hier. Exactement. Parce que c'est l'Assemblée qui s'occupe des collectivités. Mais il faut le savoir. Et il faut le faire. Donc nos Républicains de Martinique, nous le faisons régulièrement. Et nos élus, quelle que soit la commune dans laquelle ils travaillent, eh bien, le font régulièrement. D'accord, donc on va s'attendre à des candidats qui représenteront bien sûr le parti sur toutes les communes de la Martinique. Pas forcément. À l'heure actuelle, on en parle. On va pas envoyer des candidats pour envoyer des candidats. On va envoyer des candidats qui sont prêts à prendre des responsabilités. C'est pas un concours de placement. De place. Hein. Il faut envoyer des candidats crédibles. Il faut envoyer des candidats solides, des candidats formés. Nous, Républicains de Martinique, on préfère envoyer des candidats
valable plutôt que d'envoyer des candidats pour envoyer des candidats. Donc, ce n'est pas n'importe quoi faire de la politique. Potentiellement, il y a quand même quelques candidats prêts. On en a pas mal. On en a pas mal, mais il faut d'abord vouloir, il faut se sentir prêt. Et puis, de toute manière, quel que soit le nombre de candidats qu'on aura, le parti sera à leur côté et va les appuyer. Alors, Monsieur Unida, les grands chantiers que vous menez en ce moment au sein du parti, c'est vrai que Fred Thirono l'a dit, il y a cet aspect formation, il y a aussi les problèmes de la cité, on a parlé du chlordécone, il y a d'autres projets que vous menez en ce moment? Ben oui, nous avons d'autres projets, nous avons de grands projets, parce que là, aujourd'hui, nous sommes cadres. Nous avons une fédération où il y a un président, où il y a un conseil d'administration, un bureau, et c'est toutes ces personnes qui vont réfléchir pour les actions à mener. Quand on a une société, nous avons des problèmes aussi bien dans l'éducation, nous avons des problèmes au niveau du sport, de la culture. Moi, je suis commercial, mais je suis d'abord un homme de culture, je suis comédien. Donc là, aujourd'hui, nous faisons des propositions. Donc vous êtes amené à proposer des propositions, ouais. Oui, au niveau de la culture, parce qu'aujourd'hui, notre société, elle est belle. Elle est forte, mais il faut que notre société puisse avoir confiance en elle. Et pour avoir confiance en elle, il faut d'abord qu'elle ait confiance aux hommes qui, en fin de compte, dirigent cette Martinique. Et je crois que là, aujourd'hui, à part l'aspect économique, regardez un petit peu le transport. Le transport aujourd'hui, il y a une grande confusion. Les Martiniquais ne comprennent pas. J'étais à Fort-de-France aujourd'hui. Les commerçants aujourd'hui sont laissés pour compte parce que le transport permet aux clients de venir à Fort-de-France et je pense que 65% de la clientèle utilise les transports. Donc là aujourd'hui, vous voyez bien ce qui se passe, les chiffres d'affaires explosent. Donc à l'heure actuelle, vous avez déjà mené une réflexion, peut-être même en amont de ce qui se passe maintenant. Nous ne menons pas de réflexion parce qu'il y a un problème. Vous l'annoncez depuis le début de la semaine. Notre invité, il est là, donc je vais le saluer. C'est monsieur le maire de la commune du Saint-Esprit, Fred Michel Thirono. Bonjour, bienvenue. Bonjour à tous les auditeurs de Sud-Est. On va rapprocher un petit peu ton micro de façon à ce que tu sois plus à l'aise. Merci. Pas de problème. Je me permets de te tutoyer. Pas de problème, non? Je connais depuis longtemps. Bon, d'accord. Alors, nous allons en profiter pour discuter un petit peu avec toi, parler de toi, parler de ta commune, parler du parti, puisqu'on rappelle que tu es responsable en Martinique du parti Les Républicains. On va aussi parler un petit peu de la Martinique, de ta vision en tant qu'homme et ta vision aussi par rapport au parti que tu représentes à la Martinique. Comment va Fred Thirono? Je vais bien, merci. Je salue tous les auditeurs de Radio Sud-Est et tous les Martiniquais, en particulier les Spiritains. Je profite pour adresser un amical salut au maire du François et à toute sa population, puisque le François a été très éprouvé par les dernières pluies. Il paraît qu'il grêle même au François. C'est bien la preuve que le dérèglement climatique, ce n'est pas une fiction, c'est la réalité. Donc bon courage pour tout le travail que les équipes du François, les équipes municipales doivent faire. Et puis bon courage, on est avec vous. Alors, on fait un petit retour en arrière, puisque c'est un petit peu le principe de cette émission. Fred Michel Thirono, tu as grandi au Saint-Esprit. Tes classes au Saint-Esprit aussi? Tout à fait. Alors, j'ai fait mon école maternelle au Saint-Esprit, l'école primaire au bout du Saint-Esprit. Après, je suis allé au collège Lacaro. Et puis après, je suis parti au lycée. J'étais interne au lycée Shelcher. Voilà. Donc, toute ma jeunesse au Saint-Esprit, au bout, notamment à la cité Les Gommiers, plus précisément. Alors, à quel moment, justement, la politique, c'est vrai que tu as baigné dedans, on ne va pas le cacher, mais on peut baigner dedans et ne pas avoir cette impulsion. À quel moment il y a eu ce déclic? J'ai toujours été très jeune, passionné par l'action publique, l'action politique. C'est vrai que mon père faisait de la politique, mon oncle faisait de la politique, mes oncles faisaient de la politique, sur Saint-Esprit, sur Rivière-Pilote. Donc j'ai été très tôt baigné dans le milieu et ça m'a toujours plu de voir qu'on pouvait se mettre au service de la population pour faire avancer les choses et que le rôle du politique était justement de changer la vie des gens et d'améliorer le sort de la population.
Ouais. Donc j'aime bien ce mot de servir. Hein. Donc qu'on remette bien les choses dans le bon sens. Quand on est politique, c'est vraiment pour servir la population. Tout à fait. Les gens pensent souvent que la politique c'est du pouvoir. Ça l'est un peu aussi, mais c'est surtout du service. Le pouvoir de servir. Pour servir. Le pouvoir n'est qu'un moyen, mais la finalité c'est servir la population, se mettre au service de la population. Ouais. Alors, donc après tout ça, donc il y a eu les études. Je sais que tu es aussi avocat, donc de profession, qui n'est pas en contradiction avec la politique. C'est toujours encore dans le service finalement. Oui, mais disons c'est un métier. C'est un métier, effectivement. Avocat, donc c'est un métier où il faut vivre. Hein. Donc après mes études de droit au campus de Schellcher, je suis parti à Paris finir les études de droit. Donc j'ai fait un 3e cycle en droit des affaires à Paris 2, à Assas. Et en même temps, j'ai fait l'école d'avocat à Paris aussi. Donc j'ai travaillé un petit peu à Paris, puis j'ai décidé très vite de revenir pour m'installer en tant qu'avocat à la Martinique. Il y a tout juste 20 ans, puisque dans 2 jours, ça va faire 20 ans que je suis avocat. Ah ouais, voilà. Quand même. Et puis, je suis parti tout de suite après m'être installé en Haïti, où j'ai travaillé pendant 2 ans aux Nations Unies. Donc, ça a été une expérience formidable, où j'ai pu rencontrer des gens de tous les pays, et puis aussi voir comment la population, le peuple haïtien vivait, se débrouillait avec très peu de moyens. Et c'est là que j'ai pris conscience qu'on peut quand même faire avancer un pays avec très peu de moyens. Et a fortiori avec beaucoup de moyens, un peu plus, en tout cas en Martinique, un peu plus de moyens. Donc voilà, donc après mon expérience haïtienne de 2 ans, je suis rentré en Martinique et puis je me suis installé comme avocat. D'accord. Depuis. Donc après tout cela, donc c'est vrai que tu es rentré en politique. On va dire que tu étais déjà plus ou moins. C'est vrai que j'ai vu quelques émissions en télévision, fait quelques petits sondages. On dit que tu es quand même quelqu'un de très accessible. Est-ce que tu te vois comme ça? Moi, j'ai pas changé depuis que je suis maire. Avant d'être maire, tu étais accessible. Oui, ça n'a pas changé. Je crois pas que j'ai changé. Oui, je suis accessible. Si on m'arrête dans la rue, je discute avec tout le monde. Hein. On peut apprendre de tout le monde. Même le clochard qui passe dans la rue peut vous apprendre des choses. Donc, il faut pas se priver de rencontrer des gens, de discuter, d'échanger. Et puis de s'enrichir comme ça, finalement, par la discussion. Alors, c'est vrai qu'on en parle un petit peu en antenne, mais un maire, il fait quoi exactement? Ça a l'air d'être une question particulière, mais des fois, on a l'impression qu'on ne sait pas réellement qu'est-ce qu'il fait réellement, le maire. Alors, un maire, c'est celui qui est à la tête d'une municipalité. Donc, il y a le maire, il y a le conseil municipal. Donc, à peu près une trentaine d'élus, 30 conseils municipaux, et il prend des décisions pour sa ville en fonction des compétences qui lui sont attribuées par la loi. Alors souvent on dit mais qui fait ça. Alors souvent on pense que la route qui passe devant la mairie, c'est le maire qui doit le faire. Pas forcément, si c'est une route départementale, c'est la CTM. On pense souvent que le maire s'occupe du collège. Pas forcément, puisque le collège c'est de la compétence de la CTM. Donc des fois, ça parfois, la rivière déborde, par exemple. On va prendre un exemple très récent. La rivière déborde, il dit c'est non, la rivière et le nettoyage des rivières, l'entretien des rivières relève de la compétence de l'État. Donc chaque collectivité a sa compétence. Le maire a sa compétence propre. L'espace sud, donc les communautés d'agglomération, la CACEM ou l'espace sud ou Cap Nord ont leurs compétences. La CTM a sa compétence et son rôle, et l'État aussi, qui est une collectivité, a ses missions. Chacun a son rôle. C'est comme si tu vas chez le boucher que tu dis à mon un kilo poisson. Non, c'est bien de la ici. Exactement. Pareil pour le maire. Le maire, il a certaines missions. Donc la mission du maire, c'est la sécurité, la salubrité, s'occuper des écoles primaires et des écoles maternelles. Voilà les principales missions du maire. Voilà, une importance. On pourrait s'arrêter pratiquement là. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, les maires, ils ont fait de l'action culturelle, ont fait du social, ils ont fait du sport. Voilà. Donc, parce que la mairie aussi, on lui donne une espèce de compétence un peu générale dans tout. Ce qui fait que parfois, oui, effectivement, ça peut troubler aussi le jeu. Mais le social, par exemple, relève à la fois de la CTM et de l'État. Même si des fois le maire se substitue, des fois un petit peu. Il a un centre communal d'action sociale dans sa commune où il vient en aide avec ses modestes moyens aux administrés qui sont dans le besoin. Mais le gros du social normalement relève
du Conseil général, donc en Martinique, de la CTM. De la CTM maintenant. Et je tenais à en parler parce que bon, des fois on peut trouver des administrés un peu frustrés, des fois, alors que pourtant il faut accepter que des fois c'est pas des compétences qui sont attribuées des fois au maire pour certaines questions, effectivement, et même des rendez-vous où le maire se trouve un petit peu confronté à ce genre de problématique. Tout à fait. Par exemple, les ordures, le ramassage des ordures, ça relève de la compétence des communautés d'agglomération. Pour le sud, c'est l'espace sud. Pour le centre, c'est la CACEM, par exemple. Donc, quand vous voyez que le camion d'ordures n'est pas passé, on se dit, manqué ouais, maire. Non, c'est pas le maire, c'est la communauté d'agglomération. Bien sûr, le maire va transmettre, il va intervenir, il va jouer de son pouvoir d'influence, mais c'est pas lui directement qui peut régler le problème. Les déchetteries, par exemple, relèvent d'une autre collectivité qui s'appelle le SMTVD. Ah ouais. Donc voilà, donc là encore c'est autre chose. Donc c'est encore les autre chose, déchetteries, c'est le SMTVD. Ouais. Les ordures ménagères et le ramassage, c'est les communautés d'agglomération. Donc c'est vrai que c'est pas toujours simple. Et le rôle du maire aussi, c'est d'expliquer, voilà qui fait quoi, voilà quelle est ma mission, et voilà ce que je peux proposer à la population. Ouais. En plus, à l'heure d'Internet, je crois qu'on peut peut-être facilement trouver ces informations. Quels sont les grands chantiers qui sont menés en ce moment au Saint-Esprit, une ville plutôt rurale quand même, avec de belles maisons. Il n'y a pas longtemps, j'ai reçu une association qui faisait de la marche et qui parlait de maisons qu'on pouvait trouver sur les sentiers, etc. Tout à fait. Nous avons un patrimoine bâti très important et de qualité au Saint-Esprit. Nous avons pas moins de 23 maisons privées qui sont classées, des monuments classés. Ah ouais, d'accord. Nous avons des bâtiments publics qui sont classés comme le marché, comme la mairie, qui a 94 ans cette année, comme l'église. Donc nous avons beaucoup de bâtiments qui sont à la fois publics et privés qui sont classés. Alors on peut dire aux auditeurs ce que c'est un bâtiment qui est classé Mais parce qu'on a estimé que son architecture a une qualité particulière et elle mérite d'être protégée, d'être préservée. Donc le propriétaire, qu'il soit public ou privé, ne peut pas faire n'importe quoi et construire n'importe comment. Il ne peut pas dire tiens, il manque une planche, je vais remettre une planche. Non, il faut qu'il fasse appel à un architecte particulier qui s'appelle l'architecte des bâtiments de France, qui va dire si on peut faire tels travaux de réparation. Et bien entendu, à ce titre, les bâtiments classés peuvent recevoir des subventions particulières. D'accord. Alors, donc, tu me posais la question de savoir quels étaient les chantiers. Bon, on en a beaucoup depuis que je suis arrivé en 2014. Notre équipe a voulu un peu redynamiser la commune. C'est ainsi que très vite, nous sommes attaqués à des grands chantiers comme l'éclairage du stade de compétition. Donc, on a installé un éclairage de compétition au stade d'honneur qu'on a baptisé André Cabil, de nom de grand spiritain footballeur. Et puis, on s'est attaqué à plusieurs chantiers aussi, avec l'espace sud notamment. Donc, la piscine communautaire a été construite à partir de 2015 et le chantier vient de s'achever et sera inauguré dans les toutes prochaines semaines. Bien entendu, nous avons pas mal de chantiers. On pourrait citer pêle-mêle comme ça la rénovation du marché. On a installé des poissonneries, des box, parce que les marchands de poissons vendaient le poisson sur la table simplement, nettoyaient le poisson dans une bassine. Donc on a lancé ce chantier. On a réhabilité le foyer de Baldara, pas trop loin d'ailleurs du François, sur hauteur du François du Saint-Esprit, mais basé au Saint-Esprit. Le foyer de Baldara sera livré dans les semaines qui viennent. Donc il y a pas mal de choses en cours. Il y a plein de chantiers. Il y a plein de chantiers en cours. On pourrait citer les routes aussi, la route de Bontemps-la-Cour qu'on a commencé il y a 2 jours. On est en train de construire aussi un ossuaire pour les tombes. Ça c'est important. Un peu n'importe où et qui sont le long de la rivière. Donc on va faire un ossuaire là aussi qui a commencé cette semaine. Donc on sent chantiers, que les choses avancent plein de choses, malgré la vidéoprotection aussi pour la sécurité qu'on a installée déjà. D'accord. La vidéoprotection, on pourrait citer plein de choses. Et puis on s'occupe aussi de l'activité culturelle. On a inauguré la médiathèque. Oui, on reçoit régulièrement on a mis en place une politique culturelle dynamique et puis une politique sportive aussi de qualité. On appuie les associations. Il y a pas moins de 80 associations au Saint-Esprit, dont 25 qui sont très dynamiques. Donc on les appuie malgré le contexte financier difficile. On est aux côtés des associations, puisque c'est pas moins de 86 000 € qui ont été votés il y a 2 semaines au conseil municipal pour appuyer les associations, que ce soit le cyclisme, que ce soit le basket, que ce soit le foot.
Donc on est aux côtés des associations et puis on souhaite que la politique culturelle soit importante. Et puis les écoles aussi, c'est une priorité pour nous. Les écoles, parce qu'il n'y a rien de plus important que les enfants. Et on a trouvé des écoles qui étaient en très mauvais état. On a 7 écoles au Saint-Esprit. Il n'y en avait que 3 qui étaient aux normes. Aujourd'hui, les 7 écoles sont aux normes. Donc aux normes de telle sorte qu'on puisse accueillir les enfants dans toutes les conditions de sécurité nécessaires. On a même trouvé une école qui était remplie d'amiante, l'école de Valatte, qu'on a dû fermer pendant plus d'1 année pour faire des travaux qui ont coûté plus de 300 000 €, puisque le désamiantage est quelque chose de très cher. Donc il a fallu chercher les subventions, aller taper aux portes, voir le préfet, voir la CTM, pour pouvoir récupérer un peu de sous. Alors, on ne chôme pas au Saint-Esprit. Ah non, on ne chôme pas. On souhaite que la ville soit dynamique. Et tout à l'heure, dans moins d'1 heure, j'avais inauguré 54 logements construits par la SMHLM. Donc, il y a un programme de logement important aussi, puisque, comme dans toutes les communes, il y a beaucoup de demandes. Il y a une forte demande, Voilà. Exactement. Alors, on va parler justement, puisque tout est politique de toute façon, ça fait un petit moment qu'on en parle. Donc, on rappelle que tu es le responsable du parti aussi Les Républicains à la Martinique. Qu'est-ce qui s'est passé avec Karine Mosso ? Alors, Karine Mosso était secrétaire territoriale du parti, donc c'est un cadre important, comme le président que je suis. Donc, la fédération est dirigée en gros par le président et le secrétaire territorial. Karine Mosso, elle a démissionné parce qu'elle n'était pas à l'aise dans le bureau. Le bureau, c'est l'organe qui dirige un peu le parti. Elle n'était pas à l'aise et elle s'est retrouvée en minorité puisque les membres du bureau lui ont fait remarquer que son comportement n'était pas tellement en adéquation avec les propres décisions qui avaient été prises par le bureau. Je vais donner un exemple. Il y avait des élections municipales à Sainte-Marie récemment, des élections municipales partielles. Suite à la démission de M. Ratner, c'est ça. Et le maire à zéro, l'ancien maire a voulu se représenter, donc il y avait des concurrents. Et aux Républicains, la question s'est posée de savoir si on soutenait un candidat. Nous avons pris la décision, à l'unanimité, de ne soutenir aucun des candidats. Et il se trouve que 3 jours après cette décision, prise par le bureau, à l'unanimité, donc y compris Karine Mosso, nous voyons à la télévision Karine Mosso soutenir un candidat et faire une conférence. On lui dit, mais tu peux pas le mardi voter quelque chose et puis le jeudi te retrouver dans une conférence en contradiction avec ta propre décision. Et donc on lui a dit, la politique c'est de la clarté, c'est de la cohérence. Donc il faut pouvoir donner un signal clair aux électeurs. On ne peut pas à la fois être d'un côté et de l'autre. Donc il faut être derrière ses décisions, être clair. Et donc on a estimé qu'elle n'avait pas été claire et on lui a demandé de démissionner, ce qu'elle a fait. Ce qu'elle a fait. Tout en restant quand même au parti. Elle n'a pas quitté le parti républicain, puisque c'est une militante de longue date. Donc elle a préféré, c'est son choix, quitter ce poste tout en restant dans le parti. Est-ce que vous avez déjà des gens vus pour la remplacer ? Pas vraiment ? Nous avons plein de ressources. On a des gens très dynamiques. Il appartiendra au président national du parti, M. Laurent Wauquiez, de nommer le secrétaire territorial. Parce que le parti Les Républicains de Martinique, c'est à la fois un parti local, mais c'est un parti national. Donc, le secrétaire est nommé par Paris. D'accord. Voilà. Et c'est bien d'avoir un parti qui est à la fois local et national parce que ça donne une force de frappe. C'est un relais. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de partis qui sont des partis locaux seulement. Le RDM, le PPM, le MPF sont des partis qui ne sont pas représentés au niveau national. Donc, quand on doit, par exemple, construire un cyclotron, un hôpital ou reconstruire un hôpital, on se rend compte que les partis locaux, il faut un appui. Il faut un appui. Il faut des appuis au niveau national. Il faut avoir des députés, 100 députés, 150 députés, des ministres. Le Parti républicain, c'est un parti qui a des centaines de députés, qui a 120 sénateurs, qui a le président du Sénat et membre des Républicains. Bon. Donc vous voyez, on a des relais et on peut appuyer des dossiers martiniquais. Quand on a besoin de construire le cyclotron. Vous comprenez pourquoi les Guadeloupéens nous devons faire ça, parce que eux aussi, ils sont dans des partis nationaux. Ils n'ont pas fait l'erreur de faire le parti progressiste guadeloupéen, ça n'existe pas, ni le Rassemblement de la Guadeloupe. Ils sont dans des grands partis nationaux. Par exemple, Lurel, il est au parti socialiste. Mais il sait que quand il va frapper à la porte à Paris, il va dire, mon besoin construit l'hôpital Pointe-à-Pitre, moi 185 millions d'euros, il y a Kabali.
Ouais. Parce que nous gagoumons pour ni. Parce que lui, il a des relais. Il a des relais. Il est au pouvoir au niveau local, mais il a des relais au niveau national. Ouais. Et sans ces relais au niveau national, vous ne pouvez pas faire de grands projets. C'est pour ça qu'on peut remarquer que certains se trouvent un peu minoritaires au Sénat ou encore dans des groupes. Bien sûr. Qui... Nos parlementaires sont des petits groupes. Des petits groupes de 10, de 15, de 20. Alors qu'à l'Assemblée nationale, vous avez 577 députés. Si vous voulez peser, il faut être dans un groupe de 100, de 150, de 200. Là, vous pouvez peser. Vos propositions de loi vont être écoutées, reçues et puis être entendues. Alors, deux questions en une, Fred Michel Thirault. Quand tu regardes un petit peu la Martinique, quel est ton sentiment aujourd'hui à cette date ? On a tendance à trop s'apitoyer sur nos défauts, nos problèmes et ce qui ne fonctionne pas. C'est vrai qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas à la Martinique. Ouais. Mais quand même, il y en a beaucoup de choses qui fonctionnent. On a trop tendance à s'auto-flageller. Certes, on peut mieux faire. Mais il faut quand même voir le positif aussi. On a près de 14 hôpitaux en Martinique. Ah ouais. On a 2 piscines olympiques. Quel département de 380 000 habitants qui a 2 piscines olympiques ? Une au Carbet, une au Lamentin. La piscine olympique du Lamentin, qui a coûté 24 millions d'euros, est la seule piscine en France, je dis bien en France, où il y a un plongeoir aux normes internationales. La seule en France. La seule, ouais. Elle est en Martinique. Et nous caplerons quand même. Vous voyez ? Donc, il y a des choses qui vont bien, il y a des choses... Bon, c'est sûr qu'il y a des axes d'amélioration. Le transport notamment. Alors c'est vrai qu'il faut qu'on fasse des efforts. Il faut qu'on fasse des efforts sur des axes. Moi je dis qu'il faut débloquer la Martinique, notamment au niveau du transport, au niveau des problèmes de succession et d'indivision. On a des axes d'amélioration. Et puis il y a des axes d'amélioration au niveau de la classe politique. C'est vrai. Ouais. La classe politique. Je crois que il faut penser un moment au renouvellement de la classe politique. Est-ce que... Ça, il faut qu'on soit clair dessus. Aujourd'hui, on ne peut plus continuer avec des gens qui ont une vision, j'allais dire du passé, les choses ont changé, mais c'est l'ordre naturel des choses. Vous voyez, si on a mis la retraite à un certain âge, c'est qu'on estime que il faut parfois passer la main. Et j'ai l'impression que certains hommes politiques, dans tous les partis, ça c'est pas valable pour un parti politique en particulier, ont du mal à passer la main, à transmettre le flambeau et à faire confiance aux générations d'après. Normalement, en ce moment, c'est ceux qui ont 40, 45 ans, 50 ans qui ont dû être aux responsabilités. Alors, on en voit très peu en plus. Ouais. Regardez ce qui se passe dans tous les pays du monde. Au Canada, le Premier ministre, il a ni 40 ans. C'est vrai. Tous les ministres en France, que ce soit le maire d'Arman, c'est des boucs de 32 ans, 33 ans. Il n'y a rien qu'à voir le président. Vous allez au Canada, en Italie, tout ça partout. C'est à cet âge-là qu'on est dynamique, motivé, qu'on a tous les neurones en ébullition et en même temps on a un peu d'expérience. Alors je ne dis pas qu'il faut rejeter d'un revers de main les gars qui ont 65, 70, 80 ans. Non, chacun peut apporter sa pierre à l'édifice, mais il faut faire confiance aux générations d'après, aux générations suivantes. Et j'ai l'impression qu'en Martinique, on a tendance à ne pas assez faire confiance aux générations qui viennent après. Et donc je dis que le pays est bloqué à ce niveau-là. Et puis, il y a une méthode où on a une tendance à critiquer systématiquement. Il y a une critiquer laisser le PPM qui critiquer le MIM, laisser le MIM qui critiquer le PPM. Et puis on n'en finit pas, ça fait 25 ans que ça dure. Alors, est-ce que les Martiniquais veulent continuer et puis ces boucles-là, le MIM contre le PPM, le PPM contre le MIM, ou est-ce qu'on veut changer, vous voyez, changer de vision et puis changer de génération aussi. Parce qu'on ne va pas continuer comme ça pendant 20 ans. Ce problème-là, 20 ans, ça a duré. Est-ce qu'il n'est pas dû justement à un problème de... On parlait de choses claires. Certains disent que la droite, la gauche n'existe plus. Est-ce que ce n'est pas tout ça qui fait que finalement, il y en a qui disent appartenir à des partis de droite et d'autres de gauche et qui se trouvent justement donc, dans des partis, on peut appeler ça des multipartis au fait. Le problème à la Martinique, c'est que depuis 25 ans, on ne parle que d'une chose, c'est le statut. Statut a pas bon. Ah oui, statut a pas bon.
il faut l'autonomie, il faut l'indépendance. On dit, ah non, on n'a pas assez d'autonomie, on n'a pas assez de pouvoir. C'est un faux problème. C'est un faux problème. Et depuis 25 ans, on ne fait que parler de ça. Et on oublie les problèmes de fond. On dit, depuis 25 ans, on nous dit que le statut n'est pas bon. On était département, il faut l'autonomie, on est passé à CTM. Est-ce qu'on est le 74, le 73 ? On y est là jusqu'à maintenant. On est le 73, mais on a un statut qui nous permet de faire pas mal de choses. Énormément de choses. La plus grande révision, modification des statuts, elle n'a pas eu lieu en 2010 avec la CTM, quand on a voté. Elle a eu lieu en 2005, quand le président Jacques Chirac a décidé de modifier l'article 73 de la Constitution, sans entrer dans les détails d'ordre constitutionnel ou juridique. L'article 73 faisait 5 lignes, maintenant il en fait 35. Et c'est Jacques Chirac qui a dit, le statut départemental tel qu'il est là, en 2005, il a vécu, et il faut le modifier. Il a proposé de faire ce qu'on appelle un statut à la carte. Et il a permis une avancée remarquable aux collectivités de Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion. Pas Réunion, parce que la Réunion n'a pas voulu. Bien sûr, les lois qui sont votées par le Parlement s'appliquent automatiquement en Martinique. Deuxièmement, on a une possibilité d'adapter les lois, mais ça c'est depuis 1960. Et troisièmement, c'est ça qui a été rajouté en 2005, on a la possibilité de faire les lois à la place du Parlement. Je ne sais pas si tu as bien entendu, faire les lois à la place du Parlement. C'est pas ce qu'on fait actuellement, j'ai pas l'impression. On a le pouvoir de faire ça depuis 2005. Ouais. Ça s'appelle le pouvoir d'habilitation. Donc on dit au Parlement, on est intéressé par modifier la loi sur le logement, sur l'urbanisme, sur l'éducation, sur le social, sur le tourisme, sur le transport. Et on fait la loi à la place du Parlement. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs pour le transport. On a demandé une habilitation de transport. Et on a dit, c'est la CTM qui va s'occuper de tout le transport en Martinique. Ce ne sera plus les communes, ni l'espace sud, ni le conseil général. Ce sera une seule collectivité qui s'occupe de tout le transport. On peut faire des lois comme ça à la place du Parlement dans tous les domaines. Ça s'appelle l'autonomie, non ? Oui, c'est ça, c'est bien ça. C'est ça. On entend parler d'autonomie. Depuis 2005, nous allons nous appeler au bout d'un plein. On veut changer le statut. C'est pas un statut qui va nous faire travailler ou pas. C'est qu'est-ce qu'on fait avec. Pour moi, un statut, c'est comme une boîte à outils. Il faut ouvrir la boîte à outils pour prendre le tournevis, pour prendre le marteau, puis pour fonctionner. On est en train de dire qu'on n'a pas un statut convenable, alors qu'on l'a déjà, mais sauf qu'on n'ouvre pas la boîte à outils. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Et avec nos collègues des Républicains, Michel Ulinda qui est avec moi dans le studio, qui est trésorier de notre parti, avec les autres cadres du parti, qui soient délégués de circonscription, puisqu'on est organisé en termes de circonscription, eh bien notre rôle c'est aussi d'expliquer tout ça à nos adhérents, mais aussi à toute la population, et puis aller aux élections, et puis aussi surtout rentrer sur les grands sujets de société, les grands débats de société. Dernièrement, on a fait une conférence le mois dernier sur le chlordécone. On a invité des spécialistes, on a invité un médecin, on a invité un juriste, on a invité le président du parc naturel pour expliquer ce qu'on peut faire pour lutter contre cette molécule. Et ça tombe bien, c'est ça aussi le rôle d'un parti politique, c'est faire avancer la cité et puis exposer des idées aux administrés, aux citoyens. On va saluer, rappelez-moi... Michel Ulinda. Voilà. Voilà, Michel Lilinda. Bonjour. Michel Ulinda, pardon. Bonjour, monsieur. Excusez-moi du retard. Alors, permettez-moi, avant de commencer, en cette année de 10e anniversaire de la mort d'Aimé Césaire, de vous faire une citation. Ah ben, très bien. Allez-y. Ou bien se débarrasser du passé comme d'un fardeau encombrant et déplaisant qui ne fait qu'entraver notre évolution. Ou bien l'assumer virilement, en faire un point d'appui pour continuer notre action de regarder l'avenir avec force. Le discours d'Aimé Césaire sur le colonialisme. Et je rappelle que Aimé Césaire n'est pas un homme de parti, c'est un Martiniquais qui appartient à la Martinique, un grand humaniste. Merci de m'avoir permis d'exprimer cette pensée. D'accord. On va rappeler justement votre rôle au sein du parti. Alors, je suis cadre des Républicains de Martinique et j'ai été nommé par le siège national en tant que trésorier depuis maintenant 5 ans.
D'accord. Donc j'en parlais justement avec Monsieur le maire justement des différentes activités que vous menez justement au sein des Républicains qui s'intéressent au problème de la cité comme le chlordécone. Vous avez eu une réunion récemment. Et qu'est-ce qu'on peut tirer d'une réunion comme ça ? Quels étaient justement les thèmes ou les actions que vous souhaitez mener Là aujourd'hui, en tant que parti politique, nous avons notre rôle et notre action de pouvoir porter des grands sujets de société sur le forum. Et effectivement, un problème comme le chlordécone, ça interpelle la population martiniquaise. Parce que le chlordécone aujourd'hui, il a une relation étroite avec ce que nous consommons, les produits de nos terroirs. Aussi bien le consommateur que le producteur se trouve dans un état un état où il n'est pas conscient. Il est inquiet. Donc nous, à ce niveau-là, notre rôle, c'est d'informer, d'aller chercher ce qu'on appelle l'information la plus vraie. Et donc, c'est dans ce sens-là que nous avons organisé une réunion au Squash Hotel avec des intervenants spécialistes aussi bien sur la partie sanitaire avec le docteur Jos Pélage et aussi bien sur la partie juridique avec monsieur Boutrin. Et cette réunion, nous avons eu une très grande participation de tous les rangs sociaux, de toutes les classes sociales, parce que pour nous, il est important de dire la vérité aux Martiniquais, et c'est notre démarche en tant que parti républicain de Martinique. Alors, c'est un parti qui est un rayonnement national, donc je suppose que même en national, vous avez déjà commencé à prendre des contacts, justement. C'est vrai que le problème, il est connu, mais pour se faire entendre réellement, je pense que cette réunion n'est pas restée que dans le cadre de Martinique, et qu'il y aura certainement, si ce n'est pas déjà le cas, des contacts pris pour pouvoir appuyer quand même, pousser les choses, parce qu'on a l'impression que ça coince en quelque part. Vous l'avez dit, nous sommes un parti national, nous sommes des fédérations, une fédération Martinique rattachée à un parti national. À l'Assemblée nationale, nous avons une représentation très puissante, nous avons des députés, nous avons des sénateurs. Un dossier comme le chlordécone, nous avons besoin de véhiculer. Et nous avons besoin de lobbies. Dans le monde privé économique, il y a des lobbies. Dans le monde politique, nous avons des lobbies. Et qu'aujourd'hui, le gouvernement qui est en place va nous solliciter puisque nous sommes sur le terrain. Et les informations que nous allons transmettre au siège national ne seront que des informations qui sortent directement de la base martiniquaise. Alors, il y a des échéances à venir. Hein. Ça s'adresse justement aussi aux partis. Hein. Donc, quelles sont les perspectives, les visions, qu'est-ce que vous comptez faire Alors, il y a des élections européennes l'année prochaine, en 2019. Il y a des élections surtout municipales en 2020. Bien entendu, les Républicains de Martinique auront des candidats, soutiendront des candidats. Nous avons déjà... On peut s'attendre à des candidats sur des communes qu'on n'a pas l'habitude d'en voir, non ? Bien entendu. Nous aurons des candidats peut-être au François. Nous aurons des candidats un peu partout. Et le rôle du parti, c'est d'appuyer les candidats, de d'abord les former, parce que c'est important. Le parti politique, c'est un organe de formation aussi. Parce que quand vous avez les responsabilités, qu'est-ce qui vous forme ? C'est tout de suite qu'il faut aller au travail. C'est ça. Vous arrivez là. Quand vous êtes prof, vous avez 4-5 ans pour vous former. Quand vous êtes animateur radio, on vous a formé, on vous a pas mis à l'antenne directement. Quand vous êtes derrière les manettes, vous n'arrivez pas derrière les manettes de Radio Sud-Est comme ça. Par contre, quand vous arrivez au pouvoir, vous êtes maire, vous êtes député, qu'est-ce qui vous a formé ? Vous devez prendre des décisions tout de suite. Hein. Il y a un tremblement de terre, il y a une pluie de grêle. Il faut prendre la décision tout de suite, la bonne décision. Il y a une école où il y a des abeilles, où il y a de l'amiante. Il faut prendre la décision tout de suite. Est-ce qu'on reconstruit l'école ou bien est-ce qu'on fait une fête patronale avec l'argent ? Est-ce qu'on fait jouer un concert qui va coûter 30 ou 40 000 euros ou bien est-ce qu'on refait la route quartier, par exemple, du quartier ? Vous voyez ? Tout ça, c'est des choix politiques. Et les hommes et les femmes politiques sont formés par les partis politiques. Donc le rôle du parti, c'est aussi de former les militants à la prise de responsabilité. Donc si on parle de formation, ça veut dire que... Le rôle du parti, notre rôle aussi au Républicain de Martinique, c'est qu'on forme aussi nos militants. Donc ça veut dire qu'il y a un renouvellement, que bien sûr, vous avez des jeunes, nous avons plein de jeunes, on peut en citer quelques-uns. Jérôme Joseph, Kelly Lenété qui est élu au Robert. Nous avons
des élus. Eddy Louis Alexandre, qui est élu au Saint-Esprit. Nous avons Jean-Christophe Tuttle, qui est le responsable des jeunes des Républicains de Martinique. Nous avons, rappelez-vous, Naïma Tiak, qui était candidate en 2012 aux législatives, qui était la plus jeune candidate de France. Elle avait 20 ans. Ouais. Aujourd'hui, 6 ans après, elle a 26 ans. Donc là, elle est directrice de cabinet de M. François Barouin, le maire de Troyes. Ouais, ça c'est bien ça. Voilà. Ouais. Voilà une Martiniquaise qui a fait ses études. Elle a été très bien formée aussi. Voilà, qui a été formée ici. Et quand elle est arrivée là-bas, elle a voulu travailler comme attachée parlementaire du sénateur François Barouin, parce qu'il était sénateur aussi. Et le sénateur Barouin a vu qu'elle travaillait tellement bien qu'il lui a dit, mais je te garde comme responsable de cabinet à la mairie de Troyes. Donc, quand cette jeune femme va revenir en Martinique, parce qu'elle compte revenir chez elle au Lamentin, à Gondo, eh bien, elle va faire de la politique où ça, aux Républicains, et puis elle aura gardé tous les contacts au Sénat, à l'Assemblée nationale, avec le président du Sénat, qui est membre des Républicains, M. Gérard Larcher, qu'elle connaît, très bien, que nous aussi, bien sûr, nous connaissons, puisqu'il est dans le parti politique, et elle saura le solliciter le moment venu, comme nous le faisons déjà, parce que le Sénat, par exemple, c'est l'Assemblée qui s'occupe des collectivités. Vous savez que le Sénat est en mesure de débloquer des fonds pour le François, suite aux intempéries d'hier et d'avant-hier. Exactement. Parce que c'est l'Assemblée qui s'occupe des collectivités. Mais il faut le savoir. Et il faut le faire. Donc nos Républicains de Martinique, nous le faisons régulièrement. Et nos élus, quelle que soit la commune dans laquelle ils travaillent, eh bien, le font régulièrement. D'accord, donc on va s'attendre donc à des candidats qui représenteront bien sûr le parti sur toutes les communes de la Martinique. Pas forcément. À l'heure actuelle, on en parle. On va pas envoyer des candidats pour envoyer des candidats. On va envoyer des candidats qui sont prêts à prendre des responsabilités. C'est pas un concours de placement. De place. Hein. Il faut envoyer des candidats crédibles. Il faut envoyer des candidats solides, des candidats formés. Nous, Républicains de Martinique, on préfère envoyer des candidats valables plutôt qu'en envoyer des candidats pour envoyer des candidats. Donc, ce n'est pas n'importe quoi faire de la politique. Potentiellement, il y a quand même quelques candidats prêts. On en a pas mal. On en a pas mal, mais il faut d'abord vouloir, il faut se sentir prêt. Et puis, de toute manière, quel que soit le nombre de candidats qu'on aura, le parti sera à leur côté et va les appuyer. Alors, Monsieur Uninda, les grands chantiers que vous menez en ce moment au sein du parti, c'est vrai que Fred Thirono l'a dit, il y a cet aspect formation, il y a aussi les problèmes de la cité, on a parlé du chlordécone, il y a d'autres projets que vous menez en ce moment? Ben oui, nous avons d'autres projets, nous avons de grands projets, parce que là, aujourd'hui, nous sommes cadres. Nous avons une fédération où il y a un président, où il y a un conseil d'administration, un bureau, et c'est toutes ces personnes qui vont réfléchir pour les actions à mener. Quand on a une société, nous avons des problèmes aussi bien dans l'éducation, nous avons des problèmes au niveau du sport, de la culture. Moi, je suis commercial, mais je suis d'abord un homme de culture, je suis comédien. Donc là, aujourd'hui, nous faisons des propositions. Donc vous êtes amené à proposer des propositions, ouais. Oui, au niveau de la culture, parce qu'aujourd'hui, notre société, elle est belle. Elle est forte, mais il faut que notre société puisse avoir confiance en elle. Et pour avoir confiance en elle, il faut d'abord qu'elle ait confiance aux hommes qui, en fin de compte, dirigent cette Martinique. Et je crois que là, aujourd'hui, à part l'aspect économique, regardez un petit peu le transport. Le transport aujourd'hui, il y a une grande confusion. Les Martiniquais ne comprennent pas. J'étais à Fort-de-France aujourd'hui. Les commerçants aujourd'hui sont laissés pour compte parce que le transport permet aux clients de venir à Fort-de-France et je pense que 65% de la clientèle utilise les transports. Donc là aujourd'hui, vous voyez bien ce qui se passe, les chiffres d'affaires explosent. Donc à l'heure actuelle, vous avez déjà mené une réflexion, peut-être même en amont de ce qui se passe maintenant. Nous ne menons pas de réflexion parce qu'il y a un problème. Nous menons des